encore une fois sur le caractère politique du droit au salaire. Et quand je dis droit au salaire, je ne dis pas droit à l'emploi, bien sûr. On l'a vu, moi j'ai l'expérience, une expérience sur un fond tragique, cela dit, l'expérience de la Convention générale de la sidérurgie en 84. Lorsque les socialistes, puisque c'est les socialistes qui l'ont fait, détruisent la sidérurgie lorraine, ferment les entreprises. Il y a des émeutes urbaines, enfin il y a des choses que les médias de l'époque ont beaucoup peu médiatisées, absolument considérables. Et le gouvernement Fabius lâche une convention qui maintient le salaire des sidérurgistes de 48 ans à leur retraite. Donc ils vont avoir un salaire à vie. Alors je ne fais pas l'éloge de la destruction de la sidérurgie, c'est une catastrophe. Là où elle était maintenue, les Luxembourgeois l'ont maintenue, ça marche très très bien. Évidemment, elle pourrait, et je ne peux qu'approuver le projet de doubler en 5 ans ou 10 ans la part de l'industrie dans le PIB. C'est évident qu'il faut que nous réindustrialisions le pays, ça c'est tout à fait évident. Mais ce que je veux dire, c'est lorsque l'on part par en bas dans la chose, non pas par des définitions de politique, dans lesquelles on dit qu'on va assurer les citoyens, associer les citoyens, mais ça peut se dire, le problème c'est de le faire. Mais quand on part par en bas, c'est-à-dire quand on donne un droit au salaire à des personnes, en tant que personnes, les effets ont été tout à fait intéressants. Ils ont su quoi en faire, figurez-vous. Ils n'ont pas bu au café, ce salaire. C'était des ouvriers, des pauvres types, quoi. On leur distribue du salaire comme ça à vie, et ils ne le boivent pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ça a été très peu analysé, ça, justement. La capacité qu'ont eu ces personnes à utiliser leur salaire pour devenir autre chose. J'ai vu des sidérurgistes se lancer dans des activités. Et je ne parle pas de ceux qui ont utilisé les 20 000, éventuellement, les 20 000 euros de primes. Non, ça en général échoué, pour monter un petit commerce, etc. Non, non, c'est le fait d'avoir un salaire à vie, un horizon long. Autre élément extrêmement intéressant, on n'a pas du tout vu ce que l'on voit dans tous les bassins désindustrialisés, un effondrement des résultats scolaires, l'échec scolaire lié à l'effondrement de l'horizon des parents. Ce maintien de l'horizon long a fait que la scolarisation et donc le chômage, dans un certain sens, puisqu'il y avait bien chômage, mais il y avait salaire à vie, n'a pas eu du tout les effets désastreux du chômage. Donc je pense qu'il faut partir par le bas. Il faut commencer par attribuer aux personnes un droit politique nouveau, le droit de souveraineté sur le travail, reconnu par un droit au salaire. Le salaire, c'est ce qui exprime que nous produisons. Il faut le reconnaître comme un droit politique. Le droit à l'emploi, ça nous fait toujours dépendre du marché du travail, toujours. Même si ce marché du travail est régulé par des institutions plus ou moins démocratiques, il n'y a pas de droit à la personne. Le droit à la personne s'exprime dans un salaire. Et je fais confiance dans la capacité des personnes de savoir l'utiliser. Je constate combien, enfin, j'ai l'âge de connaître ou d'avoir comme enfant des gens qui ont entre 30 et 40 ans, mais enfin, dans cette génération-là, il y a le nombre de ceux qui sont broyés par le marché du travail,
et que, au contraire, où tous ceux qui, parce qu'ils ne peuvent que bricoler avec le RSA, bricolent aussi dans leur activité. Tous ceux que nous allons faire se déployer parce qu'ils auront l'horizon long d'un salaire à vie. C'est vraiment fondamental. Pensez comme tu le fais. Je suis entièrement d'accord sur le fait de la relance de l'activité industrielle. Mais tu ne l'as abordé que dans la dernière seconde, donc c'était pas au cœur de ton propos ce soir. Mais pensez comme tu le fais, que le cœur du dispositif, c'est la suppression du chômage. Parce que le chômage est le père de tous les maux. Pour moi, c'est une analyse qui est factuellement fausse. Nous n'avons jamais été aussi proches du plein emploi aujourd'hui. Quand tu dis mais dans les années 60, mais bien sûr, je vais te donner les chiffres. Je vais te donner les chiffres. Quand tu dis dans les années 60, il suffisait de se relever pour trouver un emploi. Mais qui c'est le on? Tout le monde. Les hommes? Tout le monde, les femmes aussi. Mais pas du tout. J'en atteste. Ah, c'est la même génération. Je me levais le matin à 8 h, je dis j'avais besoin de bosser, j'allais à l'agence d'intérêt de la nation, il y en avait 4. Eh bien, je vous donne le taux d'emploi. Mais malheureusement, vous allez avoir les chiffres qui démontrent. Je vous donne le taux d'emploi du cœur des 30 Glorieuses, 62. Et ça vaut pour toutes les années 60. Le taux d'emploi des 20-60 ans. Avant 20 ans, on est à l'école, après 60 ans, on est en retraite. Le taux d'emploi des 20-60 ans, il est de 67%. Alors, dire qu'il n'y a pas de chômage, évidemment qu'il n'y a pas de chômage, puisqu'il n'y a ni ANPE ni UNEDIC. Si vous ne pouvez pas vous inscrire comme chômeur, si vous n'avez pas de statut, il n'y a pas de chômage. Non, il n'y a pas de chômage. Il y a des gens sans emploi. Nous sommes dans le sous-emploi, le mauvais emploi, les trois catégories, le non-emploi, pour prendre les trois catégories que tu donnais. Bien plus important qu'aujourd'hui. Les travaux sur la précarité, elle est infiniment supérieure dans les années 50 à aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas? Et parce qu'il n'y a pas de CDI, donc il n'y a pas de CDD. Tant qu'il n'y a pas de norme de l'emploi. La norme de l'emploi, tu as dit que Giscard a dû encore continuer des trucs parce que la pression de 68 fait. Il y a entre autres, c'est lui qui a instauré le CDI. Enfin, pas lui, c'est sous sa présidence. Donc, le CDI introduit une norme. Et du coup, aussitôt, il va falloir juridiciser le CDD. C'est là qu'on va créer les écarts à la norme. Du coup, elles vont être rendues visibles. Mais la part du mauvais emploi dans l'emploi total dans les années 50 est très supérieure à aujourd'hui. C'est pas les jeunes, c'est pas d'abord les jeunes, c'est les vieux. Dans les années 50, quelqu'un qui entre en retraite prend aussitôt un petit boulot, puisqu'avec sa retraite, il peut crever. Bon. Et les petits boulots, c'est essentiellement les vieux. Et je renvoie à... J'ai revu dans les années 80 une émission que j'avais vue dans les années 60 d'Eliane Victor. C'était à l'époque où elle était progressiste, elle ne l'est pas restée, mais enfin ça c'est un schéma qui existe. Elle faisait une émission qui s'appelait Les femmes aussi, peut-être que les plus vieux d'entre vous, oui. Toi qui es de ma génération, Michel, tu l'as peut-être vu. Cette émission était très intéressante. Et je l'ai revu dans les années 80 avec la nouvelle, la vision que j'avais des choses. C'était stupéfiant. C'était une enquête sur les entreprises de ménage, ménage de nettoyage public. La moyenne d'âge, 75 ans, dans les entreprises de nettoyage. C'était des retraités qui ne pouvaient que survivre par ce genre de choses. Donc, des travaux les collègues de Toulouse ont montré très bien que la part du mauvais emploi, du temps partiel imposé, de l'intérim et du CDD est bien supérieure dans les années 50 à aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends les chiffres de 2011, parce que je n'ai pas calculé depuis, mais ça n'a pas dû beaucoup bouger. En 2011, le taux d'emploi des 20-60 ans, il est de 76%. Oui, c'est ça, 76%. C'est-à-dire que nous sommes passés des 2 tiers ayant un emploi, des 20-60,
aux 3/4 qui ont un emploi. Il se crée chaque année en France 100 000 emplois. Hein. Il s'en détruit 1 100 000 et il s'en crée 1 200 000. Chaque année. Nous sommes plus proches du plein emploi aujourd'hui que dans les années 60. Pensez que lorsqu'on se rapproche du plein emploi, le rapport de force est supérieur, est une ânerie historique. Le rapport de force des années 50 ne s'explique pas du tout par un prétendu plein emploi, qui n'existait pas du tout. Le rapport de force des années 50 s'explique par une classe ouvrière organisée, qui est porteuse d'un projet et qui a des organisations. Tout cela se délite dans les années 80, pas à cause du chômage, puisqu'encore une fois, le chômage, ne confondons pas la fièvre et le thermomètre, d'accord? Nous pouvons aujourd'hui quantifier le chômage parce qu'il existe un lieu où le faire. L'ANPE est créée en 67. Donc avant 67, il n'y a pas de chômeurs, évidemment. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il y a le plein emploi. Et nous pouvons aujourd'hui quantifier la précarité parce que nous avons créé le CDI dans les années 70 qui va générer des cadres juridiques pour l'écart à la norme. C'est là qu'on va apparaître l'intérim, qui n'existait pas avant comme tel. C'est là que va apparaître le CDD, qui n'existait pas. C'est là que va, comme cadre juridique, c'est là que va apparaître le travail à temps partiel, qui n'existait pas comme cadre juridique. Donc, la visibilité est plus grande, mais la quantité est plus faible. Donc, pensez que c'est par la suppression du chômage que nous allons restaurer la capacité de mobilisation, c'est une erreur. Pensez que c'est en attribuant 150 milliards que l'on va prendre sur les profits, par exemple, hein, ce qui est très bien, moi je suis pour, évidemment, prendre 150 milliards sur les profits pour les affecter à du salaire. Ça, je ne peux qu'applaudir, et ça, je suis entièrement d'accord. Pensez que faire cela, c'est-à-dire une autre répartition de la valeur, sans modifier la production de la valeur, va nous donner une dynamique nouvelle, mais c'est ne pas comprendre comment s'est effondrée la dynamique des années 50, 60, 70, où il y avait cette répartition favorable et ce prétendu plein emploi. La question, pour moi, centrale, c'est que nous n'avons pas été, et je ne dirai pas du tout, je me pose en faux contre l'idée que ce sont les directions syndicales qui ont mené à l'échec la mobilisation de 2010. Nous avons des directions à notre mesure. Tu es dirigeant du MPEP et tu es à la mesure des adhérents du MPEP. Pas... Visiblement, ça n'a pas l'air de c'est pas ce que tu entends par chaque organisation a des dirigeants qui reflètent globalement l'organisation. Et s'il y a eu échec de 2010, c'est précisément parce que nous avons en 2010 le résultat de 30 ans d'affaiblissement idéologique de la base syndicale, qui est des responsabilités de la direction, bien sûr, mais c'est du côté de la base qu'il y a problème. Je l'ai dit, il est extrêmement difficile d'assumer, c'est la distinction que Marx fait entre le pour soi et l'en soi, d'assumer la nouveauté d'une institution comme la Sécu qui est gérée par les intéressés eux-mêmes, d'assumer durablement, dans le long terme, de façon populaire. Par exemple, en 67, nous avions le rapport de force, en 68, pardon, pour supprimer les ordres en 67, revenir à la démocratie sociale. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas obtenu? Parce qu'on ne l'a pas demandé.
Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas demandé? On n'a pas demandé parce que dans les années 60, la capacité de l'organisation syndicale à assumer le rôle politique de gestion de la sécurité sociale s'était complètement affaiblie. Moi j'ai rencontré dans les années 60 des tas de militants gestionnaires des caisses qui disaient mais nous sommes tout seuls, personne dans le syndicat ne nous soutient, nous sommes devenus des techniciens de la sécu. C'est pourquoi il est tellement fondamental de commencer par le base et de donner des droits politiques aux personnes. C'est ça qui est décisif pour que la dérive que tu constates à juste titre, d'un point de vue macroéconomique, mais dont il faut voir les bases sociales, que la dérive des années 80, 90, 2000, qui nous met dans un état effectivement de collapse collectif, de crainte du français, etc. Cette dérive-là, elle a pour moi comme fondement la difficulté, faute de pousser plus loin les institutions de 45, la difficulté d'assumer de façon populaire le changement dans la définition du travail. Je suis entièrement d'accord avec toi, il faut changer la définition du travail, mais c'est déjà fait. Lorsqu'on me paye, moi, à vie, pour faire ce que je suis en train de faire, on reconnaît que ce que je fais en ce moment, c'est du travail qui produit de la valeur. C'est bien, il y a bien une mutation considérable dans les faits, mais pas dans les têtes, puisque je pense que la plupart des retraités pensent qu'ils ne travaillent plus. Ils pensent qu'ils sont actifs, qu'ils sont utiles, mais qu'ils ne produisent plus de valeur. Donc, ce n'est pas les directions syndicales qui les ont menés à l'abattoir par des processions toutes les 3 semaines. Bien sûr que cette stratégie était aberrante et que j'étais humilié chaque fois que je voyais cette organisation aberrante de la... Mais c'est parce que, à la base, il y a un problème dans la perception du neuf de 45, que les retraités se vivent comme des gens qui touchent un salaire et qui produisent de la valeur, qu'ils disent que c'est eux qui produisent 260 milliards d'euros qui vont aux pensions. C'est ça qui est décisif. Tant qu'ils ne le disent pas, le maintien de l'institution est difficile. Et ils vont être tentés de dire « Ah bah oui, c'est mes cotisations passées », et d'adhérer finalement à la logique de la CFDT, solidarité intergénérationnelle, c'est le cœur de la logique de la CFDT. Ce que change 45, c'est pas la répartition de la valeur, comme tu le dis. Ce que change 45, c'est la production de la valeur. Et non capitaliste. Tu peux avoir du marchand non capitaliste, tu peux avoir du non marchand capitaliste. Je ne sais pas moi, solvabiliser les patients pour qu'ils achètent du Sanofi, c'est du non marchand capitaliste. D'accord ? C'est pas du non marchand. Oui, d'accord, c'est une production qui est marchande, mais qui est solvabilisée par ce qu'on va appeler une dépense, ce qui est une dépense publique. Mais tu as raison sur ce point, bien sûr. La production aujourd'hui, elle concerne déjà pour un tiers des gens qui produisent de la valeur sans employeur, sans actionnaire, sans prêteur. Et ça ne se confond pas du tout avec les 23% de la production non marchande. Hein. C'est la production des retraités, la production des soignants, sauf la partie qui est produite par Sanofi, et la partie qui est produite par les cliniques privées, enfin capitalistes, il y a des cliniques privées qui ne sont pas capitalistes, enfin bon, celles qui le sont, la production de l'administration, tout ça, ce n'est pas un changement dans la répartition de la valeur, c'est un changement dans la production de la valeur. Et ce qu'il faut continuer, c'est continuer à produire de façon non capitaliste. Et ça c'est pas d'abord une affaire
de politique publique. C'est d'abord une affaire de droit des travailleurs. Droit au salaire à vie, droit à la copropriété d'usage de l'outil de travail et capacité, j'ai insisté sur la nécessité pour tous ceux qui sont dans l'alternatif de socialiser une partie de leur valeur ajoutée pour créer des caisses d'investissement par subvention, mais il faut aussi poursuivre la subvention par l'impôt et par la cotisation de l'équipement public, et là, augmenter, tu en es bien d'accord d'ailleurs, bien sûr. C'est ça qu'il faut faire, c'est pas... le cœur, c'est comment nous donner les pouvoirs de produire. C'est ça le point central. Alors, moi, ce que je veux dire d'abord, c'est que je ne suis pas du tout d'accord pour dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation plus proche du plein emploi que nous ne l'étions dans les années 50 et 60. Absolument pas. On ne peut pas dire un truc comme ça. Moi, ça me paraît aberrant. Bah, pourtant, c'est un fait. S'il te plaît. Oui, mais c'est un fait. C'est un fait pour toi, pas pour moi. Non, mais un fait chiffré. Non, ça n'est pas historiquement. Est-ce que tu t'appelles Bernard Friot? N'interromps pas, s'il te plaît, la conversation. Ouais. C'est pas parce que... D'accord. Alors, non, moi, je suis... C'est pas un fait. Celui qui gère les débats doit rester neutre. Oui, merci, mais d'accord, mais voilà. Jacques Nikonov a la parole. Non, ça n'est pas un fait. Pourquoi? Alors, il y a un fait dans cette affaire-là. Il y en a plusieurs, bien entendu, mais il ne faut pas... Je pense qu'il y a une mauvaise interprétation. Et que finalement, on se retrouvera d'accord. Il y a, c'est vrai, un taux d'emploi plus élevé dans les années 60 qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le taux d'emploi? Le taux d'emploi, c'est le nombre de personnes au travail sur l'ensemble de la population active. D'accord? Il est beaucoup plus faible, le taux d'emploi. Il était plus fort dans les années 60 qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est plus faible que dans les années 60. C'est ce que tu as dit. Mais non, le taux d'emploi, c'est la statistique de l'INSEE. Taux d'emploi, c'est ceux qui ont un emploi sur la population de référence. C'est ça, c'est ce que je dis. Donc, il est beaucoup plus faible dans les années 60 qu'aujourd'hui. Non, parce que tu n'intègres pas, tu tiens compte du fait qu'il y a dans la définition du taux d'emploi et du taux de chômage, dans le calcul du chômage, il y a les normes qui sont utilisées par le ministère du Travail. Pour être considéré comme chômeur, il faut être à la recherche d'un emploi et ne pas en trouver. La différence avec les années 60, c'est qu'il y avait des gens qui n'étaient pas au travail, beaucoup de femmes en particulier, mais qui ne cherchaient pas un emploi. Parce que pas le chercher, il n'y avait pas culturellement, non, ça n'a rien à voir avec la NPE. Rien à voir avec la NPE. Le chômage existait avant la création de la NPE. C'est du chômage de fait, pas du chômage juridique, au sens de la définition. Il existait, mais tout ça me paraît un peu vaseux. Il était plus fort qu'aujourd'hui. Tout ça me paraît un peu vaseux. Non, c'est décisif. Attends, est-ce que je peux en placer une? Moi, je t'ai laissé parler parce que j'avais de quoi bondir, hein, mais je me suis maîtrisé. Je te demande de faire la même chose. Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas tenir ce discours. Quand on voit les effets aujourd'hui du chômage et de la précarité sur les gens, qu'ils soient seniors de 50 ans, que ce soit les jeunes, que ce soit des femmes, etc., on ne peut pas tenir ce discours parce que ça n'est pas ce que vivent les personnes et ça n'est pas ce qu'elles demandent. Donc, moi, je pense que la situation est bien plus grave aujourd'hui qu'elle l'était dans les années 50 et 60. Parce que aujourd'hui, c'est vécu de manière extraordinairement négative. Il y a une pauvreté qui n'existait pas comme aujourd'hui par rapport à il y a quelques décennies. Mais je pense que je ne vois pas la raison pour laquelle il faudrait opposer le salaire à vie et l'emploi à vie. Je ne vois aucun argument d'ailleurs dans ce que tu dis. Parce que pourquoi faudrait-il se focaliser sur le salaire à vie et pas sur l'emploi à vie? Moi, je pense que les deux vont ensemble, parce que l'emploi à vie, c'est le salaire à vie. Et l'emploi à vie, c'est un droit politique personnel, bien entendu. Alors, je ne vois pas pourquoi le faire passer sous la table.
quel est l'intérêt? Moi, je trouve que c'est très individualiste. C'est de l'individualisme, ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu parles du travail des retraités. Mais le travail des retraités, c'est une activité, pour certains, utile. Pour d'autres, c'est le repli dans le pavillon. C'est-à-dire, il y a une idéalisation de l'activité des retraités. Qui je se suis dégrade. retraité. Hein. Bon, d'accord, précise. d'accord. Bon, Je suis d'accord. retraité. D'accord. Bravo. Pour ton information. Bravo. Non, mais je m'en fous. Ouais. Oui, non, mais je veux Je m'en dire, fous. C'est hors c'est sujet. une réponse très concrète. C'est hors sujet. Ah bah non, c'est exactement ce dont tu es en train de Mais parler. est-ce que je peux parler? Mais normalement, celui qui cherche les débats. Oui, doit merci, pas- merci. Mais ouais, Bah non, écoute, mais- Voilà. écoute, tu es très actif Faut laisser même parler comme un peu. retraité. Voilà. Alors, donc, ce que je pense, il faut observer chez les retraités, c'est une situation très contrastée. Situation qui se dégrade d'ailleurs, d'année en année. Ce que tu dis était en partie vrai il y a peut-être 20 ans, quand il y a eu les vagues de licenciements avec le système des pré-retraites, qui ont mis au chômage, c'était une forme de chômage déguisé, sauf que ça s'appelait pré-retraite. Et on avait des gens qui avaient travaillé dans les entreprises, avec certains qui avaient vécu les grandes luttes des années 60, 68, etc., et qui, arrivés à la retraite, occupaient des activités. C'est le cas, par exemple, des maires ruraux. Quand on regarde dans les zones rurales, on voit qu'il y a un âge, les élus, particulièrement les maires, sont des retraités. Dans les associations, il y a des retraités. Ça se dégrade. Il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il y a un repli sur soi. Quand on regarde les études, quand on regarde attentivement les études qui sont faites, par exemple, par, je m'en m'échappe pour l'instant, mais sur les zones d'implantation du Front National, qui sont aux alentours d'une trentaine de kilomètres des villes. C'est-à-dire il y a une gradation du vote Front National, et plus on s'éloigne des centres-villes périurbains, plus on s'éloigne des centres-villes, plus il y a un vote Front National. C'est quoi, la réalité? Quelle est cette population? Ce sont des gens déracinés qui trouvent un logement moins cher et donc qui s'installent là. Mais c'est l'isolement. Et les retraités, de plus en plus, s'isolent. Ils ont une activité individuelle. C'est-à-dire, c'est un travail individualiste. Il n'y a pas de travail collectif. Il n'y a pas de délibération publique. Moi, je n'appelle pas ça du travail. Le travail le droit au travail tel que nous le développons, c'est une délibération publique. C'est la création de valeurs d'usage qui sont délibérées à l'échelle du bassin d'emploi, où la population peut donner son point de vue, où il y a des financements qui sont accordés par la puissance publique pour payer les salaires, parce que derrière les besoins qui vont être identifiés, auxquels il faut répondre, il y aura des emplois et des salaires. C'est une activité collective, il y a un contrôle, il y a une concertation, il y a une continuité, parce que le type là dans ton schéma, il se lève le matin, ah bah attends, je devais m'occuper de la grand-mère du coin, là, ce matin j'ai pas envie, j'y vais pas. Non, 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 il faut un cadre. Il faut un cadre qui est le cadre de l'emploi. Ça ne veut pas, parce que moi je trouve que c'est ne rien comprendre à l'état réel de la population que de considérer qu'on peut laisser aller comme ça, divaguer des millions de gens, faire ce qu'ils veulent. Je ne dis pas que ça doit être interdit. Oui, il faut laisser cette opportunité, bien entendu. Mais il faut également veiller à répondre à des besoins qu'ont les personnes. Et pour répondre aux besoins des personnes âgées, des jeunes, de toute la population, de toutes sortes, dans l'environnement, dans l'éducation, dans la culture, il faut une action réfléchie, organisée et collective. Ce que ne permet pas ce schéma. Il faut, nous, de notre point de vue, il faut répondre à ça. Et puis j'ajoute un autre argument. Parce que ce que demandent les chômeurs, c'est pas du salaire, c'est du travail. C'est la réalité. C'est ne rien comprendre, ne rien connaître à cette réalité. C'est un truc de petit bourgeois. Voilà, je le dis comme je pense, un truc de petit bourgeois. Les chômeurs, ce qu'ils demandent, d'ailleurs, il y a des études qui sont très, très claires, très simples, très accessibles sur les RMistes.
Les RMistes, qu'est-ce qu'ils demandent? Est-ce qu'ils demandent une augmentation du RMI? Pas du tout. Pas du tout. Ils demandent un emploi. Ce que demandent les chômeurs, c'est un emploi. Parce que l'emploi, c'est pas seulement du salaire, c'est aussi la reconnaissance sociale, c'est aussi être utile aux autres. Et le fait d'être utile aux autres par l'emploi, pas par le salaire, pas dans la divagation, c'est un moyen d'identité, c'est un facteur d'identité, c'est un facteur de reconnaissance sociale, c'est un moyen de participer à la vie sociale, beaucoup plus fortement que ne le permet le fait de laisser les choses aller de cette manière. Et donc, je pense qu'il faut articuler les deux choses. Et je ne vois vraiment pas pourquoi il faudrait ne pas lutter pour l'emploi à vie, le droit politique à l'emploi à vie que nous proposons dans notre proposition de droit opposable à l'emploi. Je ne vois pas quel est l'argument, quelles sont les raisons pour lesquelles ce serait pas bien, et que seul le droit politique à l'emploi à vie aurait toutes les vertus. Le salaire à vie aurait toutes les vertus. Je pense que les deux vont de pair. Les deux vont de pair, d'abord parce que c'est ce que demande la population, c'est de l'emploi, c'est pas du salaire. Mais je suis d'accord aussi pour dire que c'est pas parce que la population demande ceci ou cela qu'il faut automatiquement s'aligner. Il faut argumenter, bien entendu. Si on n'est pas d'accord, ben, la population ne veut pas sortir de l'euro, majoritairement. Ça n'est pas une raison suffisante, c'est pas comme Syriza qui s'aplatit. Non, il faut résister. Il faut résister et argumenter et faire évoluer les consciences. Donc je ne dis pas, je n'érige pas en principe le fait que, parce que les gens pensent qu'il faut l'emploi, il faut donc répondre comme ça sans réfléchir à ce besoin. Non, parce que c'est pas n'importe quel emploi. C'est pas n'importe quel emploi. Ce sont des emplois qui créent de la valeur d'usage. De la valeur d'usage qui est élaborée politiquement dans les bassins d'emploi, par la délibération publique, par une action collective, dans le cadre de statuts clairs et nets. Pour ceux qui veulent cette formule, ceux qui ne veulent pas cette formule, ils sont libres. Ils ont du salaire. Il n'y a pas de problème. Ils se raccrochent où ils veulent. C'est pour ça que moi je pensais qu'il y aurait une articulation entre nous. Je suis très déçu de voir que, eh bien, il n'y a pas, tu ne vois pas cette articulation parce que, c'est comme ça que j'interprète, peut-être à tort, la question de l'emploi à vie comme droit politique ne te convient pas. Voilà. Et précisément, il faut donner au mot emploi un sens fort. Parce que, assez curieusement, dans la totalité de ton discours, moi j'ai passé au moins la moitié du temps à la question de la propriété, à la question de qui possède l'outil de travail, à la question du crédit, comment se passer des prêteurs. Parce que c'est absolument décisif. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'employeur. Le mot emploi, ça renvoie au mot employeur. Et je ne peux pas donner l'emploi comme un projet de société. Parce qu'un employeur, c'est quelqu'un qui peut embaucher et licencier. Un employeur, c'est quelqu'un qui a sur autrui un pouvoir absolument scandaleux de dire ce que tu fais parce que je t'embauche est reconnu socialement et tu vas trouver un salaire qui payera ton poste de travail, pas toi, parce que ton salaire n'est pas un attribut de ta personne, c'est ton emploi qui est payé, c'est pas toi qui es payé, donc c'est ton poste que je vais payer, et puis demain je te licencie. Ce pouvoir exorbitant sur autrui doit absolument disparaître. Or, il a déjà disparu. Il a disparu dans la fonction publique, et ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Enfin, j'ai jamais prétendu que
le salaire à vie n'allait pas s'exprimer, d'abord parce que le marché reste un allocateur essentiel, hein, la production reste marchande pour l'essentiel, sauf le logement qui doit devenir gratuit, enfin un certain nombre de gratuités. Et donc il y a bien une sanction par le marché de l'activité que je fais. Si je ne vends rien, je ne pourrai pas payer les fournisseurs, il faudra bien que je fasse autre chose. Et mon salaire à vie ne me permettra pas d'exercer mon activité. Donc bien sûr qu'il faut qu'il y ait une activité alors collective, elle est toujours collective, hein, et un travailleur indépendant, il a forcément des partenaires avec lesquels il faut bien qu'il s'arrange en permanence. Donc l'activité, elle est toujours collective. Et que cette activité collective se traduise par exemple par, j'entre dans une entreprise, j'ai un contrat de travail qui va évidemment m'imposer d'être là 15 heures par semaine, ou je sais pas combien de temps, ou 20 heures, ou 30 heures, bon. Et si je ne respecte pas ces choses-là, je pourrais être licencié. Je serai licencié avec mon salaire. Parce que c'est mon salaire qui est l'attribut de ma personne. Et je ne serai pas... il n'y aura pas quelqu'un qui va me dire « Attends, je te donne un emploi, parce que tu as droit à l'emploi. » Le gros problème de la difficulté pour la classe ouvrière à assumer ces conquêtes, c'est que effectivement trop de salariés attendent qu'on leur donne du travail. Moi j'attends qu'on me donne du travail. Le nombre de chômeurs qui disent « Mais moi j'y suis pour rien. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'on me donne du travail. » C'est de ça qu'il faut sortir totalement. De cette attente qu'un autre me donne du travail. C'est ça. Et nous ne pouvons sortir de cela que si, à 18 ans, une citoyenneté nouvelle est clairement posée. Nous sommes souverains sur la valeur, ça s'exprime à 18 ans par un droit au salaire à vie, ça s'exprime à 18 ans par un droit d'être propriétaire de tous les outils de travail par lesquels nous passons, ça s'exprime à 18 ans par un droit de participer à la délibération des caisses d'investissement. Et je suis entièrement d'accord avec toi pour que ça se fasse par bassin d'investissement, par bassin d'emploi, d'emplois qui ne seront plus des emplois, Dieu merci, par bassin d'activité, de travail, par bassin de travail, etc. Bien sûr, à des échelles différentes selon l'importance nationale ou locale de l'entreprise. Une boulangerie, d'accord, ça ne se décide qu'à l'échelle locale. La SNCF, non, il faut bien des décisions à l'échelle nationale ou internationale. Et que tout ça se soit délibéré. Mais pour qu'il y ait délibération, il faut qu'il y ait cette espèce d'assurance des personnes. C'est ça. Ça n'a rien d'individualiste. C'est le fait de nous poser comme les producteurs, les seuls producteurs. Et cette assurance des personnes, c'est pas le droit à ce que je vais avoir un employeur. C'est le droit par un salaire. Moi, je m'étonne que tu ne prononces pas le mot salaire, tu t'étonnes que je ne prononce pas le mot emploi. J'explique pourquoi. Je ne veux pas d'emploi. Je ne veux pas d'emploi, je ne veux pas d'employeur. C'est que il y a des choses à faire. C'est-à-dire, il y a besoin de créer de la valeur d'usage. Parce que les besoins, aujourd'hui, pour des tas de personnes, ne sont pas satisfaits. La question, pour nous, on part de là. C'est ça le point de départ. Et donc, comment permettre que les besoins des personnes soient révélés, soient débattus et soient satisfaits. Voilà. Nous, on part de ça. Il n'y a pas de marché du travail. Je le répète, je l'ai déjà dit. Pour nous, le marché du travail doit être supprimé. Il faut des employeurs. Nous voulons des employeurs, publics et privés. Mais ça, c'est une question d'échelle temps. Je ne sais pas si vous parlez pour aujourd'hui ou pour le siècle prochain, je n'en sais rien. Moi, je parle pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, autant je suis d'accord pour un avenir lointain, la possibilité de l'autogestion généralisée, ça me paraît très sympathique comme projet. Mais dans l'immédiat, je ne vois pas comment on peut faire, parce que ce système d'autogestion, c'est un système qui repose sur la conscience individuelle et collective, sur une force collective capable de la porter.
considère qu'aujourd'hui elle n'existe pas et qu'il faut la créer. Et donc je ne me place pas dans le même espace, dans la même temporalité que vous. Moi je me place tout de suite, immédiatement. Ce que l'on peut faire ici et maintenant. C'est ça qui m'intéresse. Comment? Et vite. Et vite. Voilà. Faire vite. Et vite. Donc c'est ça, moi, ma préoccupation. Moi, enfin, le parti d'émancipation du peuple. Et donc, comment peut-on répondre aux besoins des personnes, et au-delà des personnes, de la société en général, les questions d'environnement, etc. Il y a donc des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour entretenir l'environnement. Il y a des choses à faire pour les personnes âgées, pour les enfants, pour les adolescents, pour des tas de sujets. Il y a des tas de choses à faire. Ces choses doivent être débattues, c'est-à-dire qu'il faut organiser le cadre institutionnel et démocratique, le cadre politique, permettant de révéler les besoins qui existent et de décider des priorités que l'on se fixe, parce qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins en même temps, avec la même intensité. Il faut des priorités. C'est le débat, c'est la politique. Faire des choix par la délibération publique, par la démocratie. Et donc, pour mettre en œuvre la satisfaction de ces besoins, je ne suis pas contre le spontanéisme que je crois comprendre dans ce que tu dis. Non, mais là, c'est est-ce que je peux terminer? Non, mais je te dis tout de suite, tu t'es trompé. Il n'y a nul spontanéisme. Il n'y a absolument pas de spontanéisme, c'est exactement le contraire. S'il fallait que je te coupe chaque fois que tu te trompes, tu ne parlerais pas, mon gars, parce que c'est infernal. Alors, donc, s'il te plaît, je voudrais terminer. Voilà, non, mais j'enlève tout de suite un malentendu. Tu ne comprenais pas pourquoi il n'y a pas de spontanéisme, c'est le contraire. C'est le contraire. Tu n'es pas le gardien. C'est le contraire. C'est le contraire. Donc, écoute et puis régule, c'est tout. Pour un débat normal, si tu veux, voilà. Fonctionner comme ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que, donc, dans cette démarche démocratique, de délibération publique, de mobilisation sociale des corps collectifs à l'échelle des territoires, il faut une continuité dans l'activité, dans le travail. Il faut une continuité dans le travail. Il y a continuité du salaire, toujours. Il doit y avoir toujours continuité du travail. Quand on doit s'occuper d'enfants, de personnes en général, soit des enfants, des personnes âgées, etc., il faut une continuité. Qui peut gérer convenablement la continuité des prestations de travail auprès des personnes, je ne parle que des personnes pour l'instant, ça se fait dans le cadre d'un, ce que nous appelons, nous, on n'appelle pas ça des employeurs, on appelle ça des organisations productives. Voilà, on appelle ça des organisations productives. C'est-à-dire, c'est pas une entreprise, c'est pas un employeur, il n'y a pas de marché du travail, c'est fait par les gens sur place, ils créent des organisations productives. Voilà. Pour nous, c'est ça, pas d'entreprise. Mais il y a encore des entreprises. C'est une forme d'autogestion qui est encadrée par la délibération publique dans un cadre national. Bien sûr, dans un cadre les caisses national. d'investissement sont nationales. Parce que il y a des priorités nationales à définir dans le cadre d'un plan national. Il faut une planification démocratique, incitative, pour développer la réindustrialisation. Ça, je demande à voir, c'est à discuter, c'est intéressant, mais il ne faut pas oublier, il y a pas, ce qui manque dans ton truc, c'est l'État. L'État n'apparaît pas, il n'y a pas d'État. Bon, alors là, il faut que, il faudrait articuler un certain nombre de choses, parce que l'État, attends, parce que l'État, dans notre conception, c'est l'instrument que les citoyens se sont réappropriés et dont ils utilisent les outils pour répondre à leurs besoins. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Bon, tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Et que par conséquent, il y a un investissement, une subversion de l'État par les citoyens et qui permet de mettre l'État, de le sortir des griffes des classes dominantes et de le mettre au service des classes dominées. Et ça doit s'articuler avec tout le reste. Il faut emboîter tout ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a
Néanmoins, malgré ce que dit notre ami, désaccord, ceci, cela, non, il y a des points d'articulation. Non, il y a malentendu. Oui, eh ben, malentendu, mais précisément, moi je Au sens propre. Je pense qu'il y a des points d'articulation entre un certain nombre de choses que tu proposes et un certain nombre de choses que nous proposons. Moi, en te lisant, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes. Après, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, pas du tout, d'autres que je ne comprends pas, d'autres qui méritent d'être approfondies. Mais je pense qu'il y a un emboîtement. Voilà ce que je pense. Voilà. Bon, bah on va laisser la conclusion sur cet emboîtement en vous remerciant tous. Donc on ne va pas refaire une conclusion de la conclusion. Donc oui, merci exactement, merci à tous. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Merci à tous. جمع يسعد الغنم ولما لازيت وسان الريف